on va entamer un sujet pour lequel je demande votre plus profonde attention, votre plus profonde réflexion, une réflexion solide qui se fait sur le terrain de la construction, panafricanisme de construction et donc par conséquent analyse d'un hostile environnement. Et donc on va parler du sida, donc l'arme bactériologique créée par l'impérialisme contre l'Afrique. En tout cas c'est notre thèse, c'est notre réflexion, c'est une thèse qui est partagée par un certain nombre de gens et c'est une thèse que nous allons explorer ce soir pour les auditrices et auditeurs, amis comme ennemis. Prenez votre stylo parce qu'il est évident que les infos que nous donnons, on ne donne pas que des choses que vous trouverez sur Internet, mais aussi c'est un travail de recherche effectif qui est donné, donc en symbiose, à la base ISA, le cabinet de recherche du directeur du frère Tayarouka Shabazz, et donc que je retransmets, je suis la voix, donc et ça vous permet d'avoir ces exposés avec densité, donnés sur le terrain de la vérité, avec sévérité. On va toujours avoir une démarche tripartitionnelle que vous connaissez, d'accord, démonstrabilité, d'accord, perfectibilité sur ce terrain-là, et surtout j'ajouterai une autre thématique qui est la notion de responsabilité, voilà, responsabilité, prédictibilité, parce qu'on est obligé d'aller sur ce terrain-là si on veut être capable d'analyser scientifiquement tous ces dégâts qu'ont causé donc l'impérialisme sur le continent africain. Pour commencer toute chose, on doit énoncer une chose simple, qui est qu'aujourd'hui, quand on parle d'épidémie du sida, on pense directement à l'Afrique dont l'image de ces fléaux nous colle à la peau. En effet, 67% des personnes frappées dans le monde par le sida se trouvent bizarrement en Afrique. Les Afro-Américains, qui ne représentent que 13% de la population des USA, forment eux 50% du contingent des sidaïques américains. Je répète, 67% des personnes frappées dans le monde par le sida se trouvent en Afrique et les Afro-Américains, qui ne représentent pourtant que 13% de la population aux États-Unis, aux United Snakes of America, d'accord, forment 50% du contingent des sidaïques américains. Ça devrait pousser à la réflexion. C'est à se demander si cette maladie serait raciste. Pourrait poser comme question un certain nombre de frères et de sœurs avisés. Si le virus qui provoque cette maladie aurait une préférence pour les Africains du continent comme de la diaspora, aussi c'est une question qu'on pourrait se poser. En vérité, une analyse froide de l'histoire du sida nous montre qu'il n'existe pas de virus ou de maladie raciste, évidemment. Les bonimenteurs laissent entendre dans les médias que cette maladie serait d'origine de la brousse, d'accord, d'Afrique centrale où un singe vert aurait contaminé l'homme, d'après eux. Ils sont tellement habitués, ces gens-là descendent du singe, pas nous en tout cas, ou du moins le singe descend de ces gens-là, donc ils aiment bien mêler le singe à tous nos débats. Malheureusement, nous on n'est pas les darwinistes, si vous comprenez ce que je veux dire. Les négrophobes finis annoncent que ce serait donc à la suite d'une relation sexuelle zoophile entre Africains et singes, ce qui vous montre donc le respect que ces gens-là ont pour l'Afrique de manière générale, que tout aurait commencé. Les autres disent que c'est la consommation de ce singe vert qui serait à l'origine de ce fléau. Mais la vérité historique, appuyée sur des faits objectivement vérifiables, montre que le premier cas de sida en Afrique remonte à 1982, alors que le premier cas mondial remonte à 1979 dans la communauté homosexuelle de Manhattan, qui, comme vous l'avez compris, elle, là, en tout cas, n'était pas particulièrement afro-américaine, c'était les caucasiens. Donc la première apparition de la maladie est hors d'Afrique, premier point. Il est maintenant établi donc que les premiers cas du sida sont liés à une campagne de vaccination expérimentale menée par le professeur Mounès, comme vous l'avez compris, ce n'est pas donc un panafricain, sur les Makoumé, connus aussi sous le nom d'homosexuels. Sur environ 10 000 sujets examinés, un groupe final de 1083 personnes a été retenu pour participer à la première vaccination contre l'hépatite B qui s'est déroulée au centre de sang de la ville de New York à Manhattan ou de New York City, ça dépend quand on sait qui contrôle cette city, à Manhattan au cours du mois de novembre 1978. Dès 1979, les premiers cas de sida sont apparus parmi les vaccinés de Manhattan. Une deuxième campagne, d'accord, a été pratiquée entre les mois de mars 1980 et le mois de mars 1980, excusez-moi, et le mois d'octobre 1981, l'année de ma naissance d'ailleurs, dans les villes de San Francisco, Los Angeles, Denver, Saint-Louis et Chicago. Le premier cas de sida diagnostiqué chez un homosexuel de San Francisco l'a été, quant à lui, à l'automne 1980. Selon le docteur Leonard Horowitz, certainement à Yoruba, diplômé de santé publique de Harvard, les agents de santé des USA auraient propagé les germes pathogènes via des campagnes de vaccination menées en Afrique, et ce avec la complicité de l'OMS.
OMS, Organisation mondiale de la santé. Voilà. Ici, pour ceux qui veulent se renseigner un petit peu sur les sigles de ces organisations mafieuses. Le docteur Robert Strecker, donc Strecker, S-T-R-E-C-K-E-R, certainement lui aussi un béninois, pathologiste américain, soutient que le sida est un virus fabriqué par l'homme et plus spécifiquement par le gouvernement américain. Il dit très explicitement que le virus du sida est si différent de par sa structure de tout autre virus qu'il ne peut absolument pas avoir été formé par notre mère, la nature. Je répète, pour lui, et c'est un élément important à prendre, comme quoi même dans l'antre du diable, dans la synagogue de Satan, il y a des éléments de réflexion, de densité que nous pouvons apprendre et dont nous pouvons nous imprégner. Selon lui, le virus du sida est si différent de par sa structure de tout autre virus qu'il ne peut absolument pas avoir été formé par notre mère, la nature. Le sida, un moyen d'éradiquer la population africaine, c'est ce que n'a pas manqué là aussi encore une fois de déclarer, d'accord, la Kenyane Wangari Maathai, sacré prix Nobel de la paix en 2004, qui a commencé à être diabolisée extrêmement à partir du moment, par les lobbies pharmaceutiques, à partir du moment où elle a énoncé donc cette vérité. Le 2 novembre 1999, à Nairobi, le docteur Basil Wainwright déclarait que si le sida n'était pas désactivé avant les 66 prochaines années, il n'y aurait plus de noirs en Afrique. Vous vous rendez compte de l'information? J'aimerais véritablement que cela rentre dans la case de la réflexion pour chacun des auditeurs afro-dissidents d'Afro-Insolents. Le docteur Dazil, Wainwright fut nommé 3 fois pour le prix Nobel de médecine. C'est donc un client sérieux dans le domaine scientifique et non pas un complotiste comme certains aimeraient le faire croire. Grâce aux travaux du docteur Boyd Graves, un avocat afro-américain, paix à son âme, le grand public a pu enfin avoir accès à l'organigramme classé top secret, caché par les services secrets américains, de la fabrication de cette maladie qu'est le sida. Il nous apprend que le sida est le résultat d'un programme de 15 ans, le Special Virus Cancer Program, SVCP, qui a été réalisé entre 1962 et 1978. Avant de tester à grande échelle sur toute l'Afrique le virus génétiquement fabriqué, le virus génétiquement fabriqué a été injecté dans la campagne de vaccination contre l'hépatite B de la communauté homosexuelle de Manhattan en 1978. En effet, il était impossible, je dis bien impossible, qu'un virus ne s'en prenne qu'à des jeunes hommes blancs homosexuels en bonne santé. Généralement, je ne vais pas sortir des propos homophobes, mais être en bonne santé dans leur cas relève quand même du rêve selon moi. Seul un programme parfaitement planifié pouvait conduire, bref, ces 1083 premiers cobayes à une mort certaine avant de conduire le génocide au niveau du continent africain. D'accord? C'est donc le 21 août 1999 que le docteur Graves, grâce aux documents classés top secret, plus de 21 000 documents datant de 1971, permet au monde entier de savoir que 1073,24 litres de virus ont été produits en 1977 par les États nationalistes comme les USA, représentés par le docteur Robert Gallo comme Max Gallo, encore un homme sympathique, ou encore l'URSS représenté par le docteur Novacatsky de l'Institut de virologie Ivanovski de Moscou. Le docteur Cantwell, C-A-N-T-W-E-2-L, dénonce la collusion d'intérêts entre virologues spécialistes du sida, épistémiologistes au service des services de santé des plus grands laboratoires de recherche de l'industrie pharmaceutique. Il affirme que le sida serait donc une aubaine permettant d'éliminer d'importantes fractions de populations indésirables, tiers-mondistes, surtout en Afrique noire. Ce sont les propos, pas ceux de Kémy Séba, d'accord, qui est déjà considéré comme radioactif, mais bien du docteur Cantwell. Je passe d'ailleurs ce message à mon père qui peut-être écoute, on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais il écoute, lui qui est un médecin surdiplômé, d'accord, j'espère qu'il écoute la chronique de ce soir, qu'il aura un regard sur ce terrain-là. Parce que je sais qu'on n'est pas d'accord sur beaucoup de choses, mais ce sont des éléments factuels que nous recherchons en tout cas. Donc je dis bien, le docteur Cantwell, lorsqu'il dénonce cette collusion, on ne peut pas non plus le considérer comme un charlatan, lorsqu'il affirme que le sida serait une aubaine visant à éliminer d'importantes fractions de populations non caucasiennes indésirables, tiers-mondistes, surtout en Afrique noire, il y a quand même de quoi se poser des questions et on devra réfléchir à cela. Ainsi, on voit que la théorie officielle ne tient pas la route. Il y a bel et bien de la part des impérialistes une planification dont nous possédons les sources pour l'élimination physique des Noirs. L'épidémie du sida, comme les recherches du docteur Wouter Basson, le fils de lâche qui voulait éradiquer les Noirs en Afrique du Sud et laisser l'Afrique du Sud aux Caucasiens, s'appelait à certains suprémacistes qui se disent dissidents, mais en tout cas nous on fait ce qu'on a à faire, du temps de l'apartheid, participer en tout cas de ce vaste plan.
Voilà, donc les choses sont dites, énoncées, voilà l'exposé. Donc comme on l'a dit, vous l'avez vu en 3 parties. Première partie, planification de cette démarche impérialiste et génocidaire. Deuxième partie, en test, hein, donc il faut bien que des gens servent de crash test. En l'occurrence, on a pris une communauté qui n'était pas très solide, en l'occurrence la communauté sodomite, donc des homosexuels, et ensuite américaine, caucasienne, d'accord, et ensuite donc on les jette sur ceux qu'ils considèrent comme les sauvages de l'humanité, en l'occurrence la population noire. Mais aujourd'hui les gens sont avisés, les gens le voient, et beaucoup de gens commencent à comprendre que ce sida est en réalité une maladie qui rapporte bien plus au lobby pharmaceutique qu'à ceux qui prennent les médicaments de ces mêmes lobbies, médicaments génériques ou autres, qui les font canner plutôt que si, sur certains points en tout cas, ils avaient plutôt préféré suivre une démarche et une médecine beaucoup plus traditionnaliste, comme on peut en trouver en Asie, qui trouve des résultats spectaculaires, ou en Afrique, dans certaines contrées. Et nous aurons l'occasion de parler justement de ce côté tradipraticien qui existe dans toutes les contrées originelles de la planète. C'était donc un exposé sur le sida, donc arme de destruction, arme bactériologique de destruction créée par l'impérialisme contre l'Afrique, point d'interrogation, même si en réalité le point d'interrogation, on l'a enlevé très rapidement pour mettre un point d'exclamation sur ce terrain.